Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Et très heureux de vous retrouver dans ce grand studio une nouvelle fois pour cette troisième webconférence organisée par la République des Pyrénées, par l'Éclair Pyrénées, par le journal Sud-Ouest autour de la thématique de la transition énergétique en Béarn, ou plutôt, devrais-je dire aujourd'hui, de la transition énergétique vue du Béarn. Trois webconférences que vous pouvez retrouver en replay comme bon vous semble. Certains vont être en vacances dans quelques heures. N'hésitez pas à prendre le temps de réécouter, de retrouver, soit sur la République des Pyrénées.fr, soit sur sudouest.fr, l'intégralité de ces trois webconférences organisées avec la complicité de nombreux partenaires qui s'affichent juste à côté de moi sur cet écran. Certains sont aujourd'hui autour de nous, dans ce plateau que nous avons aéré, ventilé, avec un équipement qui nous permet de travailler avec le respect nécessaire, obligatoire de toutes les conditions de sécurité qu'il nous faut et de tous les réflexes qu'il nous faut absolument garder pour continuer à lutter contre la propagation du virus du Covid-19, ce qui nous permet cependant de faire cette webconférence sans nos masques. Nous les remettrons lorsque nous nous déplacerons après les échanges que nous allons démarrer dans quelques instants. Pour animer cette troisième webconférence déjà dont nous allons faire le pitch dans quelques instants, un représentant de la rédaction de Pyrénées Presse, Éric Normand, qui est ici même et qui a commis il y a quelques semaines, entre autres, le supplément Pyrénées Éco, coordonné ce supplément avec également les journalistes de la rédaction de Sud-Ouest, dont Romain Belli a la responsabilité. Mon cher Romain, pourquoi avoir décidé de consacrer le mois de décembre à cette question de la transition énergétique? 3 épisodes, 3 webconférences, non pas en présentiel mais simplement en distanciel. Un thème central dans le Pyrénées Éco qui est paru au début du mois dans vos 3 titres, La République et l'Éclair Sud-Ouest. Pourquoi ce thème? Parce qu'il fait froid, Eric. Écoutez-vous, évidemment. Et tout le monde se chauffe au gaz ou au fioul et il paraît qu'il faut que ça change. Voilà, plus sérieusement, la vérité, c'est que la transition énergétique, tout le monde en parle. On voit des millions arriver en Béarn, des millions d'euros. On est tous ravis de le voir. Malheureusement, on ne comprend pas toujours de quoi on parle. On ne sait pas ce qui est une énergie renouvelable, ce qui n'en est pas. On ne sait pas ce qui est décarboné, ce qui ne l'est pas. On parle de mix énergétique de demain. On ne sait pas à quoi ça va ressembler. La question qu'on va poser aujourd'hui, c'est justement ça. C'est ce grand mix énergétique français. À quoi il va ressembler? Est-ce que l'une des transitions qu'on privilégie aujourd'hui, est-ce que le photovoltaïque, l'éolien, la géothermie, est-ce que l'une d'entre elles va prendre le pas sur les autres? C'est pas mal de petites questions qu'on va poser, je pense, à tous nos interlocuteurs. Absolument. Alors, autour de cette table et autour de notre grand témoin, dont je vous parlerai dans quelques instants, nous avons Thierry Renard. Thierry Renard, c'est le directeur du CESTJF et le représentant du groupe Total pour le Grand Sud-Ouest. On va voir quelques chiffres apparaître pendant que nous allons commencer à converser ensemble. J'ai envie de paraphraser un de vos plus célèbres slogans pour attaquer cette table ronde. Vous vous souvenez, à un moment, vous disiez « Vous ne viendrez pas plus chez nous, vous ne viendrez pas chez nous par hasard ». Total, producteur historique d'énergie fossile, s'invite à une table ronde durant laquelle on va parler énergie verte. Donc j'imagine que ce n'est pas non plus un hasard, c'est un message clair sur le positionnement actuel et futur de l'entreprise, Thierry Renard. Oui, c'est un message évident. Nous nous inscrivons complètement dans la transition énergétique, dans l'objectif de neutralité carbone à l'horizon 2050 tel que défini il y a 5 ans maintenant dans l'accord de Paris. Donc ce n'est pas un hasard, nous sommes là et nous sommes fiers de participer à cette transition énergétique. Le mix énergétique de Total, il a débuté il y a déjà quelques années. En 2015, vous vendiez 66% de produits pétroliers, 33% de gaz et 1% d'électricité. Cette année ou l'année dernière, au dernier chiffre, c'est quoi? Ça a déjà effectivement évolué. Notre vente de produits pétroliers est tombée à 55% par rapport à 66% il y a 5 ans. Et le gaz a augmenté à 40% et l'électricité a vraiment fait son apparition. Alors, avec 5%, ce qui peut paraître encore modeste, mais c'est clairement sur l'électricité que portent nos efforts et notre objectif est que d'ici 2030, ça soit 15% de nos ventes, alors que les produits pétroliers, eux, auront baissé et représenteront plus que grosso modo
un tiers de nos ventes, comparé aux 2 tiers qui étaient évoqués à l'instant en 2015. À côté de vous, William Brun est chargé des opportunités business chez Terega. Alors Terega, c'est un acteur engagé dans la transition énergétique à travers le développement de solutions de transport, de stockage pour les nouveaux gaz, et ce, avec la volonté d'aller vers les usages plus décarbonés. Vous avez un directeur, Dominique Maucly, qui a une voix, une parole qui porte en la matière au travers de ses analyses, de ses ouvrages d'ailleurs. William Brun, dans les tuyaux, sans faire de jeu de mots, vous avez forcément plusieurs projets, mais j'ai l'impression qu'un grand point commun, au travers de tout ce que vous avez détaillé tout à l'heure, c'est la volonté, ou peut-être la nécessité, vous nous le direz, de ne pas travailler sur ces projets seuls, mais toujours en groupe, en collaboration avec l'écosystème qu'il y a autour et peut-être avec d'autres partenaires à aller chercher ailleurs. Vous me le confirmez ? Oui, tout à fait. Bonjour. Oui, tout à fait. Terega, on est opérateur de réseau, donc très connecté, que ce soit avec les consommateurs ou les producteurs ou les clients. Donc, en effet, on est inscrit dans cette chaîne de valeur. Et notre métier, qui est le transport et le stockage du gaz naturel, se transforme aujourd'hui pour transporter et stocker le gaz renouvelable, donc le biométhane ou l'hydrogène. Donc, de ce fait, on a des projets où on est lié à plusieurs partenaires. Ouais. Je reviens sur ce point-là. Travailler ensemble, j'aurais pu poser la même question à Thierry Renard, puis je poserai la question aux autres acteurs, d'ailleurs présents ici même. Travailler ensemble de façon ou décloisonnée, voire même de façon volontairement construite de manière originale. C'est autour de ce nouveau mix également que va se traiter la question du mix énergétique de demain ? Oui, tout à fait. Alors, on travaille avec toute la chaîne de valeur, parce que la transition énergétique, il faut qu'on y travaille tous. Et on travaille aussi sur toutes les énergies, c'est-à-dire qu'on voit que le mix énergétique doit contenir toutes les énergies, l'électricité, la chaleur et le gaz naturel. Donc il faut mettre toutes ces forces-là pour travailler sur le sujet de demain, sachant qu'également aussi le premier sujet, et l'un des premiers objectifs au niveau européen de la neutralité carbone, c'est de réduire notre consommation énergétique. Donc l'idée de la réduire, c'est peut-être aussi de valoriser des énergies fatales. Pierre Nagarian est le président de Chempark. Il représente quelque part ceux qui sont depuis toujours tournés vers l'avenir, celui du bassin de Lac en particulier, même si Pierre Nagarian, au travers du groupe que connaît bien le premier intervenant auquel j'ai donné le micro tout à l'heure, a fait le tour du monde, je ne sais combien de fois d'ailleurs, le bassin de Lac aujourd'hui s'invente une nouvelle vie avec la production d'énergie verte. Exemple, sinistrée par le départ des industries, la plateforme de Pardis-Noguer à l'entrée est du bassin, pour ceux qui ne connaîtraient pas, est résolument tournée vers l'avenir autour de ces problématiques. Vous dites à tous ceux qui veulent parler énergie verte, n'oubliez pas de commander à Noël sous le sapin dans quelques heures votre boîte du parfait petit chimiste, parce que sans chimie, pas d'énergie verte et pas de transition écologique. Exact. Je crois que quand on parle de transition énergétique, il n'y aura pas de transition énergétique sans chimie et sans chimie verte. Je voudrais juste donner deux exemples. Le premier exemple, ça concerne les VTT que vous utilisez tous. Eh bien, on cherche à réduire les poids, on cherche à ce qu'ils soient plus faciles à utiliser. Et donc, il y aura forcément des fibres de carbone de très haute qualité utilisées. On pourrait prendre comme ça plusieurs exemples. Celui-là m'a semblé intéressant, mais on peut aussi parler de nouvelles activités dans la chimie à partir de biosourcing. Ouais. Donc la chimie, point de départ, point d'arrivée. Je vais m'arrêter là, mais il y en a plein. Il y en a plein, merci beaucoup. À côté de vous, il y a Marc Loss, qui est directeur régional Enedis Pyrénées-Landes, un acteur très engagé évidemment dans la transition énergétique. Le distributeur que vous êtes agit à plusieurs niveaux, la mobilité électrique, mais aussi l'exploitation de données. On voit passer quelques chiffres à l'écran pendant que nous allons commencer à converser, qui montrent bien à quel point aujourd'hui on a un changement dans la façon de voir les choses, d'agir concrètement. La donnée, c'est une valeur qui a beaucoup, c'est une richesse qui peut également tout changer. La chimie est un point incontournable, mais la donnée, le traitement de la donnée pour ces questions-là, c'est indispensable de la maîtriser. C'est absolument indispensable. La donnée permet à tous les acteurs, à tous les consommateurs de commencer par être conscients, de savoir quelle est la valeur qu'ils peuvent donner à leur comportement. Tout le monde connaît sa consommation automobile en litres au 100.
Oui. Peu de personnes connaissent leur consommation énergétique à leur domicile. La donnée au service des habitants est une valeur essentielle, mais la donnée aussi pour optimiser nos manières de fonctionner, optimiser nos ouvrages pour qu'ils soient plus économes au sens large. Donc la donnée est un combustible de la transition écologique. Vous allez les uns les autres répondre aux questions d'Éric Normand dans quelques instants. Éric, vous allez commencer par interroger Isabelle Lehéchaud, qui est notre grand témoin, directrice du centre de service instrumental de l'UPPA, qui regroupe la puissance instrumentale de l'université. Avant que Romain n'entre dans la danse, la première question vous revient. Oui, Isabelle Lehéchaud, donc vous représentez l'université Pau et Pays de l'Adour, dont on sait qu'elle a obtenu il y a quelques années un label plutôt lucratif qui s'appelle ICIT. Pouvez-vous nous expliquer comment, avec ce label, l'université peut faire avancer la cause de la transition énergétique sur notre territoire ? Oui, bonjour. Effectivement, l'université de Pau et des Pays de l'Adour a obtenu ce label ICIT dans le domaine de l'énergie dont on parle et de l'environnement. En fait, ce sont des moyens supplémentaires pour pouvoir booster encore plus les domaines d'excellence de l'établissement de l'université, dans le domaine en particulier ce qui nous concerne des énergies renouvelables, donc des moyens pour pouvoir pousser des travaux de recherche innovants, accélérer certains, mettre en place des gros projets de recherche en partenariat avec des académiques, mais également avec le tissu socio-économique territorial. Donc des grands groupes, Total est ici, mais Terega, les ETI, ça veut dire effectivement aussi améliorer les formations et attirer des talents, en fin de compte, pour pouvoir répondre à cette problématique de la transition énergétique. Alors on va en parler de la transition énergétique, Isabelle Lehéchaud, on va vous faire rebondir sur ce que disent tous nos interlocuteurs. On va commencer peut-être avec les objectifs que vous connaissez tous, que nous on connaissait un peu moins avant de réaliser ce superbe Pyrénées Eco. Allez-y, c'est Noël. Hein. Oui. Ouais, non, allez-y. Bah, il vaut mieux se faire ses cadeaux Non, mais soi-même. vous avez raison. Les objectifs sont ceux qui ont été fixés par la programmation pluriannuelle de l'énergie, qui a été validé par l'État en 2018, si je ne me trompe pas. Dans ces objectifs, commençons déjà par rappeler qu'aujourd'hui, dans notre consommation en France, on est à 40% de pétrole, 25% d'électricité, 20% de gaz et environ 10% d'énergie renouvelable. Normalement, je ne me trompe pas trop. Dans les objectifs, il y a une réduction des émissions de gaz à effet de serre de 40% d'ici 2030. Des énergies renouvelables qui passent alors je disais 10, entre 10 et 20, on va dire, à 30% demain. Et notamment, et en plus de tout ça, il y a une stratégie nationale bas carbone qui vise une neutralité carbone en 2050. C'est-à-dire qu'on ne consomme pas plus de carbone, de CO2, que l'atmosphère, l'environnement peut en avaler. Alors, la première question, elle s'adresse à vous, monsieur Renard. Vous êtes ici le plus gros producteur d'énergie fossile. Vous disiez 55% de pétrole, 40% de gaz, si je ne me trompe pas tout à l'heure, et 5 petits % d'électricité. Vous avez changé de braquet depuis quelques années sur les énergies vertes, mais est-ce que la marche fixée par le gouvernement n'est pas un peu trop haute ? Alors la marche est haute, c'est évident, c'est évident, mais pour les sociétés, pour les entreprises, mais elle est haute pour tout le monde. Elle est haute également pour les consommateurs, elle est haute aussi pour les États qui doivent accompagner effectivement cette transition énergétique. Le changement, l'évolution du mix énergétique, ça implique des investissements, c'est évident. Le groupe Total, depuis 2015, c'est environ 10% de nos investissements qui sont consacrés aux énergies nouvelles ou à l'électricité bas carbone. Et ça évolue, ça sera environ 20% dans les années à venir. Et là, on parle en milliards d'euros. C'est pas des petites sommes. Bon, la puissance financière du groupe Total est un atout. Ça nous permet effectivement de dégager des moyens pour investir sur ces nouvelles technologies, pour faire évoluer le mix énergétique, pour réduire nos propres émissions sur les installations que l'on opère. L'investissement qu'il y avait eu il y a un petit peu plus d'un an à Sobegy, avec Pégase, en est une vraie illustration. Et donc, il y a des vrais investissements, et il faut aussi accompagner les consommateurs pour qu'ils puissent également évoluer. Donc, tout le monde va devoir contribuer, et la marche est haute pour tout le monde, mais c'est un enjeu qu'il faut qu'on relève collectivement. Et c'est possible. C'est possible. On y croit.
Marc Lotz, je vous ai vu, quand Romain a annoncé les chiffres de la PPE, je vous ai vu un peu haussier de la tête. Alors peut-être que vous n'avez pas les mêmes chiffres que nous, donc si vous pouviez nous clarifier ça. Non, on ne va pas tomber dans les chiffres, c'est compliqué. L'électricité est décarbonée en France à hauteur de 90%. Et comme l'ont dit les intervenants précédents, effectivement, c'est considéré comme étant une énergie plutôt d'avenir à ce titre-là. Et si je reprends la question que vous posiez, est-ce que la marche n'est pas peut-être trop haute? Effectivement, la montagne est élevée, mais on peut commencer par des premiers pas. Sur le territoire, moi je vais donner juste un exemple très concret. Il y avait en 2009 1000 producteurs d'électricité à partir de photovoltaïque. Il y en a en 2019 7500 sur les Pyrénées-Atlantiques. Et on en voit assez facilement plus de 20 000 en 2028. Donc on suit là exactement l'évolution dont vous parliez, qui est vue au niveau national. Elle se vit de manière extrêmement concrète sur le territoire. Et quand je parle de production photovoltaïque, là c'est plutôt pour les particuliers, mais je crois avoir lu dans votre supplément qui est paru il y a 15 jours, qu'il y avait des initiatives dans tous les domaines. Et celles-ci, on les observe tous les jours. Alors quand vous parlez des producteurs, vous parlez aussi bien du particulier qui met des panneaux solaires sur son toit que de Total qui va faire des centrales solaires sur le bassin de lac. C'est bien ça, c'est oui. Dans son ensemble. C'est bien représentatif de la dynamique collective qui s'installe, qu'il y ait des industriels qui en fassent leur métier ou que des individuels se disent moins mus par une volonté d'agir sur l'environnement. Je veux produire en proximité. Tout ça, effectivement, ça compte. Ce qui compte aussi, dans cette stratégie, vous l'avez dit avant, c'est qu'il y a un changement des comportements des consommateurs, pas que des producteurs, mais des consommateurs. Et ça nous touche dans notre quotidien. Je crois que la machine est engagée. Il y a une belle dynamique et, comme le collègue a pu le dire, elle voit de multiples acteurs s'intéresser au sujet. On va évoquer ces deux aspects, du côté de la production, de la consommation, parce que c'est les deux volets en fait, de nos deux moyens d'action. À Chempark, Pierre Nargararian, vous, ça fait 10 ans à peu près que vous bossez sur la transition énergétique. Alors évidemment, vous allez me dire, oui, évidemment, on va y arriver. La neutralité carbone en 2050, la réduction des gaz à effet de serre, tout ça, c'est bien parti. Seulement, comme je viens de le dire, ça fait 10 ans que vous travaillez. Ça prend du temps quand même, ces transitions. Vous savez, il y a deux choses importantes. Il y a le temps médiatique et le temps de l'industrie. C'est pas le même. Et c'est pas du tout les mêmes. C'est pas du tout les mêmes, mais le temps quand on conçoit un projet, alors dans le milieu pétrolier que je connaissais bien il y a quelques années, on disait toujours qu'entre une découverte et une mise en production, il fallait 10 ans. Là, dans les projets que j'ai eu la chance de voir naître à Lac, on est plutôt sur une période de 5 ans. Entre une décision prise sur un avant-projet et une réalisation, il y a 5 ans. Mais je tiens à dire que le projet Chempark a vu déjà de belles réalisations, parce qu'on ne parle pas du bioéthanol, par exemple, qui est démarré depuis les années 2006. 20%, ce que vous savez sûrement, c'est que 20% du bioéthanol utilisé en France est produit à Lac. Et ce projet de bioéthanol est complété aujourd'hui avec un projet par Messer qui va capter 10 000 tonnes de plus de CO2. Donc là aussi, on est dans une dynamique qui va tout à fait dans le sens de l'histoire et de cette transition énergétique. D'accord. Alors Isabelle Le Héchaud, justement, est-ce que vous, depuis votre poste d'observatrice à l'UPPA et d'actrice aussi, est-ce que vous voyez des freins importants au développement du renouvelable sur notre territoire ? Des freins, non. Au contraire, le territoire est très dynamique. Il y a des verrous, il y a encore des verrous techniques, ça, c'est certain. On travaille, l'université, en partenariat avec les entreprises, les collectivités, travaillent à différentes solutions pour le renouvelable. Je pense par exemple à la mise au point de nouvelles batteries pour le stockage de l'énergie, donc batteries tout solides. L'injection d'hydrogène dans les réseaux, la méthanation, par exemple. Il y a des projets, vous en avez parlé sur une autre table ronde, du photovoltaïque organique. Donc les verrous techniques, on y travaille, on les lève, mais il y a aussi
des verrous économiques, et puis il y a tout le pan de la législation qui accompagne ça, et de l'acceptabilité sociétale également. Donc on travaille, et les gens travaillent ensemble à lever tous ces verrous. Alors il faut de la chimie, mais en fait il faut de la pluridisciplinarité pour répondre à ces challenges-là. Donc c'est de la chimie, c'est de la microbiologie, c'est de la science des matériaux, c'est des juristes, c'est des sociologues. C'est quoi le plus facile? C'est décarboner l'existant ou c'est fabriquer du renouvelable? Je pense que dans tout ce qui est décarboner l'existant, il y a des solutions qu'on sait faire. Il est peut-être plus simple d'isoler des bâtiments, plus compliqué d'arriver à décarboner le transport quand il s'agit de gros navires ou de l'aviation. Là encore, on travaille sur des biocarburants, l'avion électrique. Et puis, dans les énergies renouvelables, il y a des choses qu'on sait bien faire. Le photovoltaïque se développe, mais il faut tenir compte aussi des analyses, de l'analyse en cycle de vie, du recyclage des matériaux utilisés. Donc, c'est compliqué de répondre à cette question de façon binaire. Et puis, je peux rajouter aussi que tout ce qui est décarbonation passe aussi par l'utilisation d'énergies renouvelables. C'est lié également. En fait, il y a la réponse médiatique et la réponse scientifique. On le voit bien, tout à fait. Vous vouliez des précisions peut-être sur la façon de décarboner la production parce que quand vous avez préparé le supplément, ça vous a beaucoup interrogé. Alors, profitez-en, là, vous avez tous les experts à votre portée. Vous pouvez tous faire l'électrique. Par quoi vous voulez commencer? On peut commencer par l'électrique, peut-être. Marc Lotz. On a parlé des consommateurs. Alors, moi, j'ai arrêté, c'est ce que je disais à tous mes interlocuteurs, j'ai arrêté les sciences en 3e à peu près, avec la chute de mes notes sur les bulletins scolaires. Donc, je comprends assez peu de choses. Et ce que je regarde, c'est qu'on nous dit que le plan, c'est autant, sinon plus de consommateurs, plus d'objets connectés, et pourtant 2 fois moins de centrales nucléaires, qui aujourd'hui représentent 70%, je crois, de notre production nationale. Comment on fait? C'est parce que là, il y a une équation, je crois. Oui, mais c'est le reflet de ce que je vous disais précédemment, c'est-à-dire on a été jusqu'à présent en France dans un modèle très centralisé de production, avec des grosses centrales hydrauliques, thermiques et nucléaires, vous le disiez. Tout ça conduisant néanmoins à une électricité qui est décarbonée à hauteur de 85 à 90%, donc c'est déjà une très belle performance. Et demain, on va se diriger vers un modèle plus décentralisé, dans lequel chacun aura en proximité de la production, alors renouvelable, éolienne, surtout sur le territoire plutôt solaire, et tout ça, effectivement, pour accentuer encore, passer de 90 à 100% de décarbonation. Et ce phénomène-là, pour reparler un tout petit peu du rôle d'Enedis dans ce phénomène-là, c'est finalement avoir de la production en toute proximité de la consommation. Eh ben, avant, Enedis ne raccordait aucune centrale. Aujourd'hui, elle en raccorde 95% de ces nouveaux moyens de production. Et pour répondre de manière complète à votre question, on ne peut pas occulter le fait de penser que résoudre cette équation qui peut sembler très difficile puisse se faire simplement avec des moyens, avec des industriels, avec des solutions dont on serait étranger individuellement. Non. Il faut être, à mon avis, il faut être lucide. On aura besoin de baisser aussi notre consommation. L'enjeu est de le faire pour qu'il n'y ait pas d'atteinte au confort de vie, au plaisir, aux souhaits individuels, aux souhaits collectifs. Donc ça, c'est un véritable enjeu de changer les comportements et de le faire en intelligence, en harmonie avec les aspirations de chacun. Et ça aussi, c'est une question de responsabilité individuelle et collective pour faire en sorte que les comportements de consommation changent, que chacun devienne plus acteur. Et donc ça met forcément en lien aussi le consommateur avec son réseau, en particulier électrique. Éric Normand. Oui, on va passer à William Rhin. Vous représentez la société Terega, qui est bien connue ici pour ses activités de transport et de stockage de gaz. Concernant le volet des renouvelables, vous travaillez en deux directions, le biogaz et l'hydrogène. Alors, justement, qu'est-ce que vous voulez faire avec l'hydrogène ? Alors côté hydrogène, oui, Terega, transporteur et stockeur de gaz naturel, et c'est ce que je disais un peu tout à l'heure, c'est que depuis 2018 et le plan national hydrogène qui avait été lancé par l'ex-ministre Nicolas Hulot, on s'est intéressé à l'hydrogène.
et à l'intégration de l'hydrogène dans nos infrastructures. Et ce qu'on a vu, c'est que finalement nos infrastructures n'est pas très éloignées, et en tout cas pouvaient s'adapter assez rapidement pour transporter et stocker de l'hydrogène. Et de ce fait-là, on a commencé à travailler vraiment sur ce sujet-là. Et ce qui nous amène aujourd'hui à être d'autant plus présents sur ce circuit-là, c'est qu'on voit que pour développer l'hydrogène, et c'est un sujet qu'on va aborder, il faut développer toute la chaîne de valeur. C'est-à-dire que l'hydrogène, aujourd'hui, c'est encore un marché enfantin. Et il faut développer à la fois la production, le transport et la consommation, quoi. Et ce que je voulais dire, c'est que ce qu'on voit nous aujourd'hui, c'est que les moyens de production d'hydrogène, et en particulier en Europe du Sud, sont en train de se développer de façon assez massive via la production de champs solaires et la production d'hydrogène renouvelable. Et on a également, et ça vous l'avez parlé tout à l'heure, des milliards qui sont investis au niveau européen. On voit qu'aussi au niveau de l'Europe, on n'a pas tous le même mix énergétique et pas le même mix énergétique bas carbone. Et tous les autres pays européens, à excepter la France, travaillent particulièrement sur l'hydrogène, et entre autres l'Allemagne. Et ce qu'on voit, nous, au niveau européen, c'est qu'on va avoir l'Europe du Sud qui va produire massivement de l'hydrogène renouvelable, et l'Allemagne qui va être un gros aspirateur à hydrogène renouvelable, parce que l'Allemagne a besoin de cet hydrogène renouvelable pour atteindre la neutralité carbone. Et il se trouve que le sud-ouest de la France est bien situé entre cet axe espagnol et allemand. Donc on travaille, nous, aujourd'hui, sur des projets qui sont vraiment transport et stockage massif en fait, d'hydrogène renouvelable, puisque, ça on pourra certainement parler après, l'intermittence ou la décorrélation entre la production de l'énergie solaire et la consommation fait qu'on a besoin, entre autres, de stocker cette énergie. Et c'est là où, finalement, le gaz et l'hydrogène ont vraiment un atout très important. Alors, je ne vais pas faire toute l'histoire de mes bulletins scolaires, mais je me rappelle, Thierry Renard... Vous allez être en manque de fêtes de famille pour Noël. Mais enfin bon, allez-y, on est là pour ça. Je me rappelle qu'en 73, enfin je me rappelle dans mes livres d'histoire, qu'en 1973, il y avait une première crise pétrolière et que depuis lors, on parle de la fin du pétrole. Alors aujourd'hui, on est en 2020, donc ça fait un petit moment. On vient de perdre Valéry Giscard d'Estaing qui était là en 73. La fin du pétrole... 74, allez-y. Oui. Mais il était déjà là en 73. Vous avez raison. La fin du pétrole, on en parle depuis longtemps. Mais finalement, vous, au CSTJF à Pau, donc c'est le centre technique Jean Fégère, vous avez travaillé sur le pétrole pendant toutes ces années. Et c'est que depuis quelques mois, quelques semaines, que vos ingénieurs travaillent sur les autres énergies. Je me trompe ? Oui, là vous n'allez pas avoir une bonne note. Ça fait des années qu'on travaille sur ces sujets. Alors, la fin du pétrole, effectivement, on en parle depuis longtemps. Je pense qu'on verra d'abord la fin du charbon, tout du moins. Oui. Alors, c'est vrai que dans le mix énergétique français, et on en parlait, le charbon est très peu présent, mais au niveau mondial, il faut quand même se rappeler que c'est une des premières sources d'énergie et la plus polluante. Donc clairement, le charbon a vocation à être remplacé par le gaz, en particulier pour la génération électrique. Donc je dirais que les équipes du CSTJF qui travaillent sur le pétrole mais aussi sur le gaz ont vraiment leur rôle à jouer. Et ça sera clairement un des axes du groupe de continuer à développer la production de gaz pour pouvoir se substituer au charbon, parce que c'est à peu près 2 fois moins émetteur de CO2. Puis ensuite, je vous rappellerai par exemple qu'il y a une dizaine d'années, le Béarn, et en particulier le site de Rousse, a été précurseur sur le pilote de captage et de séquestration de CO2. Donc ce sont des sujets qui ne datent pas d'il y a quelques semaines. Nos équipes travaillent aussi aujourd'hui de plus en plus sur l'éolien offshore. Vous savez que le CSTJF, nos équipes travaillent beaucoup sur les plateformes pétrolières en offshore. Et une grosse plateforme pétrolière, il y a pas mal de similitudes avec les gros objets qu'on est en train de construire en offshore éolien, par exemple au large de l'Écosse. Il faut savoir que les éoliennes aujourd'hui sont des objets qui mesurent quasiment la taille de la tour Eiffel. On commence à parler sur des structures quand même très très sérieuses, et nos équipes au CSTJF travaillent bien évidemment sur ces sujets. Donc je vous garantis, les équipes du CSTJF travaillent sur ces nouveaux projets, sont pleinement intégrés, et on a pu en parler. Alors, le photovoltaïque, c'est aussi un élément majeur. Alors pas directement le CSTJF, mais les équipes de Total Quadrant, qui est notre filiale qui travaille sur l'installation de fermes photovoltaïques, travaillent également de manière active dans le Béarn. Donc on est sur le sujet. Je repars réviser dans ce cas. D'accord, donc la NASA du pétrole sera bientôt la NASA des éoliennes ou du solaire. Ah je l'espère bien, oui. Vous voulez aborder un dernier point, qu'on aborde les années lycée, Romain qu'est-ce que vous voulez? J'ai eu mon bac, Eric. Ah ben je n'en doute pas, On peut parler rapidement d'une autre question, d'une autre consommation, c'est celle autour des déchets.
parce que c'est un autre grand volet de la décarbonation telle qu'on la lit dans la programmation pluriannuelle de l'énergie. Il faut mieux utiliser les déchets et l'énergie qui est née de leur combustion. Voilà. Quelqu'un m'arrête si je dis n'importe quoi, c'est tout à fait possible. On parle beaucoup ici en Béarn du réseau de chaleur à Pau. Alors, Pierre Nergararian, je crois, de votre côté à Kempark, vous avez aussi un projet d'utilisation des déchets avec Suez, c'est ça ? Alors, un projet, c'est beaucoup dire, un avant-projet. Il faut toujours... Je reviens toujours sur... Vous relativisez toujours la notion du temps. La notion de temps. C'est ça. Tant qu'un projet n'est pas décidé, pour moi, ce n'est pas un projet. Mais il y a des études. C'est ce qui vous différencie avec beaucoup d'élus, vous voyez. Allez-y. Oui, alors, je voudrais quand même dire une chose importante. Et Eric, vous me permettez d'en parler d'ailleurs à cette occasion. C'est que dans tout ce qui se fait à Lac, il y a une grande coopération, une transversalité très évidente avec tout ce que sont les communautés de communes, l'État, la région, qui est très engagée dans toutes ces notions de recyclage, de traitement des déchets pour en refaire de l'énergie. Donc j'essaye d'élargir un peu le sujet sur lequel vous m'interrogez, qui s'appelle Pavillon Vert, qui est un vrai sujet, qui est un sujet très ambitieux d'ailleurs, parce qu'entre le premier projet et aujourd'hui, on a doublé à peu près les quantités envisagées. Il s'agirait de récupérer donc ce qu'on appelle des CSR, des composés solides de régénération, qui sont comme des petites briquettes, qui sont déjà issus de déchets, qui ont été regroupés, où il y a encore de l'énergie. Et donc cette énergie serait utilisée dans des chaudières installées donc, sur le site de Lac pour produire de la vapeur et de l'électricité. On retrouvera d'ailleurs Enedis sur ces sujets. Donc vous voyez, ça c'est un exemple qui met en jeu plusieurs filières. Et c'est l'ensemble de ces filières qui font que de tels projets seront possibles demain. Alors vous comprenez que ça met du temps pour ce sera prêt avant arriver 2050 à mettre quand même. Comment ? Ce sera prêt avant 2050. Ah ben ça sera prêt avant 2050. Là, je vous parle de encore quelques années, mais on pense qu'un projet comme ça, mais il y en a d'autres qui sont des projets qui mettent en jeu. On a d'autres projets qui mettent en jeu l'agriculture à travers Euralis et des industriels. On a des projets avec des électrolyseurs d'hydrogène pour faire de l'hydrogène vert. On a, vous voyez, une palette de sujets qui vont se développer, qui mettent en jeu soit du recyclage de déchets, soit du biosourcing. Voilà, on a plein de sujets. Un sujet sur l'éolien qui a été présenté tout à l'heure, c'est qu'on a un centre de recherche à travers Canoë, et l'université UPPA, où on est en recherche de pales éoliennes à partir de recyclage, de produits recyclés, de plastique recyclé, et qui vont vers des meilleures propriétés et des pales d'éoliennes qui seraient plus légères. Donc là encore, l'importance des matériaux qui était soulignée tout à l'heure dans les nouveaux sujets de demain. L'ensemble de ces sujets, je vais finir juste en un mot, l'ensemble de ces sujets, c'est vraiment un sillon qui est tracé à travers Kempark par l'ensemble des acteurs sur le bassin de Lac. Éric Normand. Oui, Isabelle Le Héchaud, Pierre Nergararian vient de nous brosser la palette de l'ensemble des énergies possibles, hein, notamment sur le bassin de Lac. On a vu toutefois, l'actualité récente nous a montré avec les mésaventures de Fonroche et de ces projets de géothermie qu'il y avait parfois des embûches qui pouvaient surgir. Selon vous, quelles sont les énergies renouvelables les plus prometteuses qui pourraient donc émerger en Béarn, en Pyrénées-Atlantiques, dans la région ? Ah, vous avez raison, parce qu'à la fin de l'année, c'est toujours le moment des prédictions. Oui. Donc allons-y. Là, on a fait les révisions avant les vacances, maintenant, c'est les prédictions. Allons-y. On va essayer de prédire un petit peu, mais il y a beaucoup de travaux et du développement autour des biogaz. Donc, et des travaux pour pouvoir même aller stocker en aquifère le biogaz et en partenariat en particulier avec Terega, pas ici présent. Il y a également le photovoltaïque, qui est quelque chose qui se développe énormément.
Donc, en fait, c'est un panel de différentes possibilités techniques, donc photovoltaïque, le biogaz. On travaille aussi sur les matériaux, les biofuels, ou matériaux biosourcés aussi. Donc, il y a tout ça qui se combine pour permettre d'avoir des solutions et parler vraiment de mix énergétique au service de la transition énergétique, en fait. Romain ? Oui. Et, Isabelle Le Héchaud, il y a une nouveauté avec ICIT à l'UPPA, c'est que les scientifiques ne sont plus seuls dans leur laboratoire. En tout cas, ils sont peut-être seuls, mais ils ont branché la visio avec la fac de lettres. Vous savez, cette espèce de bâtiment un peu bizarre au fond là-bas. Entre Hélioparc et la fac de sciences, c'est quand même super bien placé. Et il y a aussi la fac de droit. C'est en gros, on fait plus seulement un projet en y réfléchissant techniquement, on réfléchit aussi au droit de l'environnement, à l'acceptabilité. C'est ça, c'est un projet global qu'il faut livrer. Absolument, oui, vous avez totalement raison. Effectivement, tous les projets de recherche d'envergure que l'on a montés dans le cadre de l'ICIT, mais pas seulement, c'est une volonté aussi de l'ANR et puis des projets de recherche européens doivent être pluridisciplinaires, et pas seulement en sciences et techniques, mais aussi dans tout ce qui est social, donc l'acceptabilité sociétale. On en a parlé, le citoyen doit être un acteur important de la transition énergétique, donc il y a ce volet d'acceptabilité sociétale qui est important, et puis la législation qu'il faut faire évoluer. Des exemples par le passé de projets qui n'ont pas été très bien acceptés, à Sivens par exemple, Notre-Dame-des-Landes. Oui, stockage des déchets radioactifs à Bure, enfin bon. Mais il y a un dialogue et une compréhension de la perception de ces changements qui sont très importants par nous, finalement, citoyens. Et la législation, oui, c'est dans la transition énergétique, la mise en place de nouvelles énergies doivent être accompagnées par la mise en place de législation appropriée, et pas seulement au niveau français, mais on pourra réussir ça que si on le fait au niveau européen, mais mondial même. Donc, ce sont des projets pluridisciplinaires, c'est obligatoire. Oui, Marc Lotz, justement, pour rebondir là-dessus. Tout à l'heure, vous nous avez dit que la meilleure énergie, c'était peut-être aussi celle que l'on ne consommerait pas, ou que l'on consommerait moins. Et vous disposez d'un outil qui est le compteur connecté, le compteur Linky. Comment ce compteur va-t-il être un outil de maîtrise des énergies ? Déjà, ce qu'on peut observer, c'est qu'il est largement déployé dans toutes les entreprises, à 80% maintenant, dans toutes les habitations. Aujourd'hui, je pense qu'il est un levier, mais ce n'est pas le seul. Il est un levier pour permettre à chacun de changer ses comportements, s'il le souhaite, encore une fois, s'il le souhaite, mais d'agir donc en conscience et donc en poursuivant les objectifs que vous rappeliez avant de sobriété énergétique, tout en gardant du confort. Aujourd'hui, on est en mesure de le faire. Chacun donc peut le faire où qu'il se trouve. Il peut aussi, il va permettre le développement d'offres qui permettront aux consommateurs de payer moins cher, parce que comme ça a été dit avant, il y a une notion d'acceptabilité de toutes ces évolutions. Donc la composante économique est forcément importante, et mieux compter permettra de moins payer. Mais il y a un pan qui est juste essentiel quand on parle de l'habitat. Il y a pour tout ce qui touche à l'existant, le compteur pour tout un chacun, les collectivités locales aussi, sur leurs bâtiments, les entreprises, tout le monde finalement aura la possibilité de faire des économies puisqu'il aura pleine conscience de comment il consomme. Et ça, c'est vraiment une révolution. On le voit, on a des expérimentations, on en a fait à Biarritz, on les engage à Pau là maintenant. Les collectivités locales, comme le disait Pierre avant, sont un acteur majeur. Ils le sont également au niveau de l'existant. Quand on est capable de mesurer un avant et un après des travaux de rénovation. Et ça, on peut déclencher des travaux dans du collectif grâce à un comptage plus précis qui permet de répartir des charges. Donc vraiment, une catalyse, une accélération qui pourra être donnée autour de mieux consommer dans les bâtiments, dans les logements. Alors, Eric, je ne sais pas si vous avez vu, mais moi, quand je suis rentré ici, j'ai vu qu'on est donc à l'hippodrome. Oui, tout à fait. On a installé nos studios à Créa-Sud dans l'hippodrome. Et voilà. Et j'ai vu qu'il y avait une publicité qui indiquait que les meilleurs gagnent.
Oui. Voilà. Et bien alors c'est la question que je pose et j'ai l'impression de ne pas avoir trop de réponses sur quelle est l'énergie de demain, quel sera le mix énergétique de demain, quelle sera celle qui sera le plus utilisée. Alors pour l'instant, moi ce que je vois le plus, donc effectivement il y a ces sujets de photovoltaïque. Mais faites attention parce qu'ici, en plus, on va vous demander de parier. Oui, C'est tout l'intérêt d'ailleurs du. Effectivement, mais alors, habituellement, quand je parie, je gagne pas toujours. Et donc là, je parierais un petit peu sur la méthanisation, et c'est pour ça que je vous regarde, William Brun, parce que le gaz issu de la méthanisation, vous le transportez avec Teréga. Est-ce que c'est pas ça qui va l'emporter sur les autres technologies et les autres énergies? La parole est à la défense. Allez-y. Après, je pense qu'il n'y a pas de solution unique en fait. Et moi, j'ai une formation d'ingénieur énergétique faite à l'ENES-GTI à Pau. Donc, j'étais après le bac encore. Félicitations. Ouais, j'aurais vraiment. Si vous voulez, on vous laisse. Allez-y. Et justement, pour un des premiers objectifs, et je pense le plus dur à atteindre, c'est bien notre réduction de consommation. C'est 30% en 2030 et 50% en 2050. Donc, c'est quand même assez conséquent avec nos modes de vie actuels. Et donc pour ça, il faut être efficace énergétiquement parlant. Donc il faut avoir, en fait, suivant les usages qu'on veut vraiment utiliser la bonne énergie qui va bien. C'est-à-dire que l'énergie électrique peut servir et un bon rendement pour certains usages, le gaz également. Donc en fait, il n'y a pas d'énergie, il n'y a pas d'énergie unique ou de solution unique. Alors. Je pense qu'il faut un mix. Et je pense qu'aujourd'hui, avec la crise sanitaire qu'on vit, il y a un mot qui est bien ressorti, c'est résilience. Oui. Et penser mono-énergie, je pense que ça serait une erreur aujourd'hui. Merci. On sent qu'avec le biogaz, il y a quand même parfois des problèmes d'acceptabilité avec des riverains, avec des populations locales. Comment vous allez faire pour les convaincre d'accepter des unités à côté de chez elles, quoi? Ça, je pense qu'il faut dialoguer sur ces passages, que tout le monde partage les mêmes informations. On voit que dès qu'il y a un changement, il y a eu des bons exemples, des bons projets, comme le compteur Linky, on voit l'opposition, mais il est important de dialoguer avec les populations et de leur faire comprendre le sujet pour partager les mêmes informations, puisque c'est quand même des sujets nouveaux. On a le même sujet sur l'hydrogène. Il faut travailler sociétalement sur ces sujets-là pour le faire accepter. Mais je pense qu'il ne faut pas oublier quand même que la méthanisation qui se déploie aujourd'hui massivement, a plusieurs vertus. Non seulement elle amène des revenus à l'agriculture qui va permettre de pérenniser l'agriculture, amène également des vertus en termes d'économie circulaire. Et il ne faut pas oublier aussi l'intérêt de la méthanisation, qui était l'intérêt premier. L'intérêt premier de la méthanisation, c'est pas de produire du biométhane. L'intérêt premier de la méthanisation, c'est d'épurer ces déchets agricoles et entre autres le lisier pour favoriser l'épandage et avoir un meilleur finalement engrais et éviter aussi des engrais chimiques. C'est quand même le premier sujet de la méthanisation. Le biométhane est venu après pour finalement aider ces projets-là à sortir et financer ces méthanisations qui commencent à représenter quand même des montants financiers importants en investissement. Mais il y a quand même beaucoup de vertus à la méthanisation. Et après également, ça c'est le principe bien connu NIMBY, not in my backyard, c'est que personne ne veut voir une éolienne ou une méthanisation à côté de chez lui. Donc ça, il faut discuter, il faut trouver des solutions. Voilà, c'est le dialogue qui permettra de développer ces projets. Mais ces nouveaux sujets mettront forcément beaucoup de questions au niveau sociétal. Et c'est normal, c'est un changement et des nouveaux modes, on en parlait, des modes décentralisés, donc qui nous sont plus proches de tous les consommateurs. Alors les consommateurs, justement, on en parle un peu en filigrane, on va essayer de se concentrer un peu sur eux. Pour la dernière partie de notre table ronde, dans nos objectifs, ce que je rappelais au début, on vise particulièrement deux domaines où on est très énergivore, c'est le transport et sont les bâtiments. Alors, j'ai noté quelques chiffres, mais par exemple, on doit remplacer 1 million de chaudières au fioul d'ici 2023 et on doit passer à 100% de vente de véhicules particuliers zéro émission en 2040. Marc Lotz, vous suivez de près la conversion des Français à l'électrique. Est-ce que vous pensez qu'on peut courir tous ces lièvres à la fois? Oui, absolument. C'est vrai qu'encore une fois... tout tenté, Eric. Oui, non, mais je sens bien, Non, mais je pense que c'est les questions que vous posez, c'est les questions que tout à chacun qui nous regarde se pose. Est-ce que l'autre question, pardon, je vous coupe, mais en fait, la question, c'est est-ce qu'on peut pas choisir plutôt de mettre tous ses œufs dans le même panier et, par exemple, des voitures électriques, voilà, plutôt que le bâtiment? Mais je pense qu'on peut faire les deux à la fois. Si on regarde l'objectif, il peut sembler... à la fois être très élevé, en même temps il est un peu lointain, et ça revient à ce que Pierre disait avant, il faut un temps pour tout, et il y a des choses qui en prennent, c'est bien naturel. Il n'y a rien qui se fera dans la crispation ou dans la précipitation, il faut laisser le temps au temps. Vous avez une idée de combien de véhicules électriques ont été vendus cette année par rapport à il y a un an?
en plus, en l'occurrence. Je l'ai pas, C'est dans mes notes, je suis plus en panique total. 70% dans les Pyrénées-Atlantiques. Plus 70%. Qui aurait pu le penser? C'est vrai. Imaginez 5 ans en arrière, quelle impression on avait du véhicule électrique. Il y en avait quelques-uns, on les regardait comme une pièce de musée. Aujourd'hui, ça... On est sur des quantités faibles, malgré Oui, tout. c'est pour ça la progression, est-ce que c'est pas parce que est parti de très très bas aussi? Vous pensez que ça va être pas que conjoncturel, mais vraiment structurel le changement? Il y avait 5 offres de véhicules électriques en 2019. Il y en a à peu près 50 sur toutes les gammes de constructeurs. Je pense que la dynamique est lancée. Pour répondre plus directement encore à votre question, est-ce qu'il faut mettre... Moi, je dirais plutôt de mettre tous nos œufs dans le même panier que de penser qu'il n'y aura que le véhicule électrique et qu'on puisse se passer d'avoir une réglementation environnementale comme elle va se mettre en place en 2020, comme on pourrait imaginer que demain, donc, tout un chacun qui va construire aura de la production énergétique dans son bâtiment. Ça sera la succession de solutions dans notre environnement très proche. Pas que les autres, tout un chacun, il lui sera proposé d'agir très directement. Est-ce qu'on peut exclure une énergie? Non. Je pense que tous les intervenants l'ont dit. Je pense que c'est une vérité forte qui va s'imposer. Et le consommateur sera citoyen, beaucoup plus acteur, et ça favorisera aussi son acceptation des solutions qui dépendront évidemment de lui. Donc il faut lancer ces chantiers en étant de manière collective. Aujourd'hui, ce qu'on observe, c'est que la dynamique est lancée. Et c'est la profusion de chantiers qui va l'entretenir durant les 20 ans dont vous parliez. Enfin, en attendant, je ne vais pas acheter ma Renault Zoé l'année prochaine. J'ai regardé les prix, c'est quand même un peu cher. Il faut qu'il y ait beaucoup de voitures qui se vendent pour que les prix baissent. C'est vrai pour les voitures, mais pour tout le reste, du reste. Et c'est vrai pour les autres marques que celles qui vendent la Zoé. Pensez à Sud-Est Publicité. Allez-y. Peugeot i208, par exemple. Allez-y. Non, je ne vais pas me transformer en promoteur ou bien en concessionnaire automobile, mais ce que je peux vous dire, c'est qu'aujourd'hui, vous avez des solutions en fin d'année. En plus, on va bientôt basculer, en particulier pour des raisons de réglementation européenne. Là, en l'occurrence, qui a beaucoup favorisé le développement du véhicule électrique, vous avez des voitures à neutralité économique. Et donc, tout ça, on a encore des verrous. Mais ces verrous sont en train de se lever. Les voitures sont disponibles, leurs capacités sont meilleures, les bornes sont abondantes dans les Pyrénées-Atlantiques, et on est en train de faire des avancées. On est en train de faire des avancées également. Des avancées, par exemple, dans le collectif. Par exemple, en ayant des bornes de recharge dans les parkings d'immeubles existants. Tout ça, ça avance. Donc le Béarn en particulier est une terre d'expérimentation dans ce domaine-là aussi. Oui, alors justement, c'est bien que vous parliez des bornes, puisqu'on a vu récemment que Total, c'est pour vous Thierry Renard, a gagné un contrat auprès de la mairie de Paris pour développer un réseau de bornes électriques en région parisienne, enfin en Paris. Est-ce que ça veut dire qu'un jour, en Pyrénées-Atlantiques, on pourra avoir des bornes Total ? Alors c'est vrai que l'obtention du marché de Paris qui marquait une certaine réconciliation entre le groupe Total et la après les Jeux Olympiques. Je vous ai trouvé très proche sur ce coup-là. Oui. Mais il n'y a pas que Paris. On a également des réseaux à Londres, à Berlin, autour d'Amsterdam. Donc c'est effectivement une vraie stratégie parce que la recharge en énergie des véhicules va subir effectivement un changement majeur. Avant, on était obligé d'aller dans une station-service pour recharger son véhicule. La prospective que l'on a, c'est qu'effectivement, maintenant, on pourra recharger son véhicule à la maison, sur le parking, son lieu de travail, sur le parking du supermarché. Donc, et également sur des bornes de réseau en ville. Donc on est clairement dans cette stratégie. Et notre objectif, c'est chez Total, d'avoir 150 000 bornes en Europe d'ici 2025, donc, dont la moitié en France. Donc on va avoir un maillage important. Et accompagner le développement, c'est aussi l'encourager. Et il est clair que plus il y aura de bornes de recharge, plus les gens seront incités à basculer sur des véhicules électriques. Puisqu'on parle du coût, William Brun, vous n'avez pas passé au travers des mailles du filet. Il faut qu'on parle quand même, mine de rien, également du coût du gaz. Du coût du gaz renouvelable en particulier. Comment vous le voyez évoluer, ce coût? Le coût du gaz renouvelable, il va baisser. Donc en particulier l'hydrogène. C'est-à-dire que, ce que je disais tout à l'heure, on voit l'essor côté Europe du Sud et même Afrique du Nord de l'électricité solaire. Et donc ces coûts qui peuvent atteindre aujourd'hui déjà 10-15 euros du mégawattheure vont amener un coût de l'hydrogène à 1 euro, 1,50 € du kilo. Et on peut espérer à l'horizon 2030-2050 rivaliser en tout cas avec les prix du gaz naturel qui, lui, devrait augmenter avec la taxe CO2. C'est-à-dire que l'augmentation de la taxe CO2 va faire que l'énergie
va augmenter et donc les énergies renouvelables vont devenir compétitives, quoi. Oui, juste pour rester sur l'hydrogène, je voudrais interroger Pierre Nargararian, puisque lors de la préparation de ce supplément, vous avez semblé assez prudent sur l'hydrogène, c'est-à-dire que vous nous dites oui, il faut y croire, il faut y aller, mais attention, pour l'instant, il n'y a pas encore beaucoup d'applications, beaucoup d'usages. Donc regardons, mais ne nous précipitons pas. J'ai une expression favorite qui est step by step. Effectivement, il faut parler de l'hydrogène, c'est important. C'est important de parler de l'hydrogène, mais comme je l'ai dit, step by step. Donc on a un projet, Chempark est très impliqué dans un projet que j'appelle la route de l'hydrogène. Alors c'est pas le nom officiel, mais j'aime ce nom parce qu'il montre, comme ça a été dit, il faut des consommateurs, il faut des producteurs et il faut créer cette énergie et l'hydrogène. Et donc avec Saragosse en Espagne, avec Chempark sur le site de Lac et avec le territoire d'industrie Lac Pau Tarbes, on est en train de réfléchir à ce sujet de l'hydrogène. Mais je ne le vois pas pour demain, je le vois pour après-demain. Il faut qu'on ait la conclusion de cet entretien, de cet échange. On est à quelques jours de Noël, mais on est surtout au terme d'une année qui aura été tout à fait particulière en matière évidemment sanitaire, mais également en matière économique et en bouleversement quelque part de la société et des équilibres au niveau mondial. Selon vous, cette crise que nous traversons, parce qu'on ne va pas le mettre au passé, elle va plutôt accélérer ou plutôt ralentir la transition énergétique dont nous parlons? Pierre Nargararian va faire un tour de table et notre grand témoin conclura. Comme c'est universitaire, comme ça, elle a le temps, 4 heures, le papier brouillon au fond de la salle, etc. C'est très cliché. Allez-y, je vous en prie. Je vais répondre à cette question avec 4 mots-clés. Le premier, c'est l'écoute. Ça a été dit, mais c'est très important d'avoir cette écoute des consommateurs, des producteurs. Il faut de l'audace pour affronter tout ce qui est devant nous. Il faut oser un certain nombre de choses. Qui aurait pensé qu'avec un projet comme Alpha Kittine, on aurait utilisé les carapaces des crevettes pour faire des produits pour le cosmétique de demain? Ça va se faire à Lac grâce à Total. Il faut donc oser, de l'audace. Donc j'ai dit de l'écoute, de l'audace, de la solidarité. Alors ça, c'est quelque chose de très important. Le Covid le montre. Mais demain, il faudra encore plus de solidarité entre les industriels pour que, ensemble, des solutions soient trouvées pour la transition énergétique, mais pour plein d'autres sujets. Et le 4e point, c'est la transversalité. Rien ne se fera si on ne travaille pas ensemble. Et quand on met ces 4 mots qui sont les credos de Chempark, et je les ai empruntés à un homme qui a beaucoup compté pour moi, qui s'appelle Christophe de Margerie, c'était ces 4 mots-clés, ils sont d'actualité aujourd'hui, et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui on a pu monter des projets qui regroupent l'agriculture, qui regroupent l'aéronautique avec Safran par exemple, et avec Total, je pense au jet fuel du futur, qui seront effectivement peut-être un jour produit à Lac. Voilà des tas de projets qui font qu'aujourd'hui, j'ai un carnet de commandes qui flirte avec les 500 millions d'euros pour les 10 ans qui viennent. Donc ma réponse à votre question, elle est simple, c'est que oui, plein de projets vont démarrer et je crois en la transition énergétique qui va se développer pour demain. Marc Lost, même question, la crise sanitaire, économique, accélération, ralentissement par rapport à cette question? Pour moi, il n'y a aucun doute. C'est une accélération. Pourquoi? Parce que la crise sanitaire nous a montré qu'on était fragile et que le futur n'est pas juste la reproduction du présent ou du passé. Donc il y a une vraie notion de responsabilisation et de prise de conscience en matière sanitaire, en matière énergétique aussi. Moi, il y a une notion qui me tient à cœur, c'est la notion de service public. Parce qu'effectivement, qui peut dire que la solution passera forcément par lui et que par lui? C'est trop important pour en faire un objet qui ne soit pas partagé très largement avec, de manière collective et performante. Je pense que les deux sont totalement associables. Et donc c'est pour moi une notion qui est un catalyseur de la réussite. Et puis le dernier mot, à l'instar de ce que disait Pierre à l'instant, il y a forcément une notion collective et de territoire. Territoire parce que pour des questions diverses et variées, mais des enjeux en particulier d'efficacité et d'acceptabilité, je crois que demain, on aimera encore plus les solutions qui pourront émerger en proximité.
Et donc, comme moi, j'ai le vrai plaisir et bonheur d'être avec des collègues partenaires, je crois que c'est au jour le jour qu'il faut savoir le décliner, que ça se passera comme ça, dans le Béarn aussi et surtout. Thierry Renard, on aurait pu jouer au jeu de baccalauréat. Vous savez, il a donné 4 mots, vous en donniez un 5e, un 6e, etc. Puis après, hop, celui qui n'en trouve plus est éliminé. Non, mais je rejoins complètement ce qui a été dit en particulier par Marc. Je pense que les crises sanitaires, économiques montrent la fragilité de nos sociétés et ça agit comme un déclencheur, une vraie prise de conscience. Ce qu'on a vu sur le Covid, c'est la même chose sur l'énergie, sur la transition. Donc je pense que c'est une vraie prise de conscience de tout le monde et donc c'est le collectif. Je pense qu'on l'a beaucoup dit, c'est les industriels, c'est l'État, les problématiques de tarification du carbone, c'est un sujet sur lequel on devra arriver un jour. Alors est-ce que c'est tarification carbone ou est-ce que c'est du dividende carbone? Mais il faut qu'on trouve des solutions pour orienter tout le monde vers les mêmes objectifs. C'est un mix, je crois qu'on l'a tous dit, il n'y a pas la solution magique, c'est un mix, des gros, des petits projets, mais je pense que là, tout le monde va dans le même sens et donc on va être sur une note positive avant les fêtes. Allons-y, on est tous motivés. Oui, Abraham. Oui, alors je pense qu'on est tous bien conscients ici autour de la table parce qu'on est des acteurs dans l'énergie. Et je pense que la société entière, et je pense que ça serait intéressant d'avoir votre avis, ne partage peut-être pas autant le sentiment. Moi, j'ai quand même le sentiment que toute la société, et ma crainte, c'est que cette crise sanitaire et économique nous fasse un peu oublier, entre guillemets, la crise climatique qui va arriver. Mais j'ai quand même espoir, puisque, comme on le disait autour de la table, il y a quand même des politiques au niveau national et européen qui ont orienté les plans de relance et entre autres les milliards qui vont arriver vers ces projets qui vont servir à la transition énergétique et écologique. Donc j'ai quand même espoir que ce plan de relance va vraiment nous aider à franchir et à amener cette transition énergétique à terme. Merci beaucoup en tout cas à tous les 4. Et donc maintenant, Isabelle Lechaud, il vous revient le mot de la fin. Comment répondre à cette question et se projeter vers le futur? Nous, l'université, nous sommes vraiment optimistes, très optimistes. On le voit à Pau, c'est effectivement une mise en synergie de compétences, de moyens expérimentaux, des travaux d'envergure innovants, donc de l'audace, pluridisciplinaire, mais aussi en réseau avec les collectivités territoriales, donc les représentants des citoyens, avec les industriels, grands groupes, ETI, PME également. Donc oui, on est absolument optimiste et on le voit puisque les projets de recherche, les formations, les talents arrivent et on se développe de façon assez intéressante et dans le bon sens, nous semble-t-il, mais l'effort ne fait que commencer. Et il faut arriver à, je pense, étendre ces réseaux au-delà du territoire, sur plan national, mais aussi international. Et ça, c'est extrêmement important. Merci beaucoup en tout cas à tous les 5. Merci à la rédaction de Pyrénées Presse, à République et l'Éclair, reconnaissable grâce aux rayures horizontales. Merci à la rédaction du Journal Sud-Ouest, reconnaissable à cette touche de couleur identifiable au niveau du pantalon. Plus sérieusement, c'est pour nous un plaisir que de savoir que vous allez pouvoir revoir l'intégralité de ces 3 webconférences en replay, soit sur sudouest.fr, soit sur la République des Pyrénées.fr. Vous faites votre choix comme bon vous semble. Sachez qu'elles seront disponibles pendant quelques jours, ces webconférences, donc n'hésitez pas à le faire pendant les fêtes de fin d'année. Les fêtes de fin d'année qui vont être tout à fait particulières, qu'elles soient pleines, mine de rien, de chaleur, d'entraide, de solidarité, y compris lorsque malheureusement on va devoir être peut-être plus à distance qu'à l'accoutumée de celles et ceux qui nous sont chers, mais qu'il y ait une chaleur en tout cas qu'on ait toujours envie de cultiver, de consommer sans modération. C'est la chaleur humaine, la chaleur des échanges et la chaleur d'une relation la plus sincère et aimante possible. Très bonne fête de fin d'année à vous toutes et à vous tous et à très bientôt